Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 h au Caire, l'heure de notre journal en langue française et tout de suite les principaux titres. Badr Abdelghati réitère que l'Égypte refuse toute tentative de déplacer les Palestiniens hors de la bande de Gaza, soit forcément ou volontairement. Antonio Guterres rejette les nouvelles propositions israéliennes pour la fourniture de l'aide à Gaza. La Russie dénonce la décision du président américain d'imposer de lourds droits de douane à de nombreux pays. On commence avec une des actualités où le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, a réitéré que l'Égypte refusait toute tentative de déplacer les Palestiniens hors de la bande de Gaza, soit forcément ou volontairement. Lors d'une conférence de presse avec le ministre, après des ministres d'État et le ministre français de l'Intérieur, François-Noël Buffet, Abdelghati a souligné que l'Égypte a réussi à lutter contre la migration clandestine, qu'elle a ouvert ses portes à tous ceux qui viennent chercher la sécurité. Il a ajouté que l'Égypte, en précisant le processus de Khartoum, a renforcé les voies régulières de la migration et a développé la qualification de la main-d'œuvre. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés, Dr Badr Abdelghati, a prononcé aujourd'hui un discours lors de la deuxième réunion du ministériel processus de Khartoum, l'Égypte, avec la participation du ministre de l'immigration des pays membres. Le ministre des Affaires étrangères a confirmé qu'aucun bateau d'immigrants illégaux avait quitté les côtes égyptiennes depuis 2016, ce qui témoigne du sérieux des efforts du gouvernement égyptien. Abdelghati a déclaré que l'Égypte cherchait durant sa présidence du processus de Khartoum à s'adapter au nouveau type d'immigration. Il a ajouté que l'Égypte œuvrait à renforcer les capacités des pays en développement afin de soutenir le développement économique et de fournir des voies sûres et légales pour renforcer la gestion des frontières. Le chef de la diplomatie a confirmé que l'Égypte a accueilli plus de 10 millions d'étrangers de plus de 30 pays, soulignant que l'Égypte a adopté une politique qui permet aux expatriés la liberté du mouvement. La réunion a porté sur des sujets liés à la migration de l'Afrique de l'Est vers les pays européens. Le processus de Khartoum a pour but de promouvoir la coopération et le dialogue entre pays d'origine, de transit et de destination des migrants sur la route entre la Corne d'Afrique et l'Europe. Le chef de la diplomatie soudanaise, Dr Youssef El-Chérif, a remercié l'Égypte pour avoir accueilli un grand nombre de réfugiés soudanais à la suite du déclenchement de la guerre. Intervenant lors de la séance inaugurale de la deuxième réunion ministérielle du processus de Khartoum, le chef de la diplomatie soudanaise a déclaré que la question de la migration est très critique, soit pour les pays d'où venaient les migrants, soit pour les pays qui les accueillent. Il a ainsi souligné l'importance de faire face à ce phénomène et à ses racines. L'Organisation internationale pour les migrations a annoncé qu'environ 400 000 citoyens soudanais sont rentrés chez eux au cours des 3 derniers mois et demi. Pour sa part, les Nations Unies ont exprimé leur préoccupation face à la situation des civils fuyant l'insécurité dans l'est du Soudan. Et en marge de la réunion ministérielle du processus de Khartoum, le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a reçu aujourd'hui le ministre auprès du ministre d'État, ministre français de l'Intérieur, François-Noël Buffet. Abdelghati a salué l'importance de la visite qui a eu lieu par le président français Emmanuel Macron en Égypte pour faire progresser les relations bilatérales dans divers domaines vers des horizons plus larges et de continuer à travailler en étroite collaboration pour développer et approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays.
Le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, a souligné la nécessité d'autoriser l'acheminement des aides humanitaires, médicales et de secours à la bande de Gaza, ainsi que la nécessité d'aboutir à un règlement du conflit palestino-israélien. Lors d'un appel téléphonique avec l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, Abdelghati a abordé les efforts que déployaient les médiateurs égyptiens, qataris et américains pour préserver la trêve à Gaza et pour garantir la mise en vigueur de la deuxième étape de l'accord du cessez-le-feu et du plan de reconstruction de Gaza déjà approuvé par les pays arabes et islamiques. De son côté, Witkoff a valorisé les relations étroites reliant le Caire et Washington et le rôle important que joue l'Égypte afin de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. La défense civile à Gaza a annoncé la mort de 26 personnes et de plus de 50 blessés dans un raid aérien israélien aujourd'hui à Shoujaï, sur un immeuble résidentiel dans le nord du territoire palestinien. L'armée israélienne affirmant avoir frappé un commandant du Hamas. Après 2 mois de trêve dans la guerre de Gaza, l'armée d'occupation israélienne a repris le 18 mars ses bombardements aériens, puis son offensive terrestre afin de contraindre, selon Israël, le mouvement Hamas à libérer les otages israéliens qu'il retient encore. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé aujourd'hui que 1482 personnes avaient été tuées depuis le 18 mars. Le ministère a ajouté que le bilan total depuis le début de l'agression israélienne déclenchée le 7 octobre 2023 s'élève désormais à 50 846 morts dans la bande de Gaza dévastée et assiégée. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rejeté de nouvelles propositions israéliennes pour la fourniture de l'aide à Gaza, assurant que les Nations Unies ne participeront pas à un quelconque système qui ne respecte pas pleinement les principes humanitaires. Plus de détails dans ce commentaire. La bande de Gaza où aucune aide n'entre plus en raison du blocage par Israël est désormais un champ de mort, a fustigé mardi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Pas de nourriture, pas de carburant, pas de médicaments, pas de biens commerciaux. Alors que l'aide se tarit, les vannes de l'horreur se sont rouvertes, a déclaré Antonio Guterres à la presse en s'en prenant directement à Israël. Le secrétaire général de l'ONU avait par avance rejeté l'affirmation de présence d'aide à Gaza, déjà mise en avant par les autorités israéliennes, rappelant le pays à ses obligations. Faisant référence aux conventions de Genève, il a notamment souligné l'obligation de la puissance occupante d'assurer la fourniture de nourriture et de matériel médical à la population. Selon lui, les nouveaux mécanismes d'autorisation proposés par Israël pour la fourniture de l'aide menacent de contrôler et de limiter durement l'aide jusqu'à la dernière calorie et au dernier grain de farine. Je dois être clair, nous ne participerons pas à un quelconque système qui ne respecte pas pleinement les principes humanitaires, humanité, impartialité, indépendance et neutralité, a-t-il insisté, réclamant la garantie de l'accès sans entrave de l'aide. Antonio Guterres s'est également alarmé de la situation en Cisjordanie, assurant qu'il est temps de mettre un terme à la déshumanisation, de protéger les civils, de libérer les otages, de garantir l'aide vitale et de renouveler le cessez-le-feu. Une source officielle du terminal de Rafah dans le gouvernorat du nord du Sinaï a déclaré aujourd'hui que le côté égyptien du poste frontalier de Rafah reste ouvert pour le 23e jour consécutif dans l'attente de l'arrivée des blessés, des malades palestiniens, afin de recevoir des soins médicaux. Pendant ce temps, les autorités d'occupation israéliennes continuent de fermer le côté palestinien du poste frontière, empêchant également l'entrée de l'aide humanitaire et de secours. Elles ont commencé à intensifier leur agression à Rafah, au sud de la bande de Gaza. Les forces d'occupation israéliennes ont envahi le camp de Balata à l'est de Naplouse en Cisjordanie occupée et ont forcé certaines familles à quitter leur maison. Des sources sécuritaires ont indiqué qu'un grand nombre de soldats de l'armée d'occupation ont pris d'assaut les quartiers à l'intérieur du camp, ont fermé toutes les entrées, perquisitionné de nombreuses maisons et arrêté 3 citoyens. Les forces d'occupation ont également imposé un couvre-feu à l'intérieur du camp. Simultanément, les forces d'occupation ont fait une incursion dans le village de Houssan à l'ouest de Bethléem, ainsi que dans le gouvernement de Govra d'Hébron au sud de la Cisjordanie occupée. Elles se sont déployées dans plusieurs zones et ont arrêté des dizaines de jeunes hommes.
Au Yémen, 8 personnes ont été tuées et 16 autres blessées dans des frappes imputées aux États-Unis sur la province côtière de Hodeïda, dans l'ouest du pays. Les zones contrôlées par les Houthis au Yémen sont la cible d'attaques quasi quotidiennes depuis le lancement le 15 mars par Washington d'une campagne de bombardement contre les Houthis pour les contraindre à cesser de cibler les navires liés à Israël. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a d'autre part souligné aujourd'hui que l'Allemagne est un partenaire majeur et fiable pour l'Égypte. Il a exprimé l'aspiration du gouvernement égyptien à coopérer avec le gouvernement allemand pour l'exécution de nouveaux projets, notamment dans le domaine de l'énergie renouvelable. Ces déclarations ont eu lieu lors de l'accueil de Dr Madbouli, Premier ministre de l'État libre de Saxe en Allemagne. Cette rencontre a eu lieu dans la nouvelle capitale administrative en présence de nombre de responsables afin d'examiner les moyens de soutenir la coopération conjointe sur un certain nombre de questions dans le cadre des relations croissantes entre l'Égypte et l'Allemagne. Madbouli a exprimé son aspiration à soutenir la coopération économique et commerciale avec l'Allemagne lors de la prochaine période, soulignant la volonté d'assurer le succès de la visite, notamment à la lumière de l'inauguration prévue de l'Université des sciences appliquées de Saxe en Égypte. La Russie a dénoncé aujourd'hui la décision du président américain Donald Trump d'imposer de lourds droits de douane à nombreux pays, notamment la Chine. Une altitude qui montre que Washington se croit hors des règles du droit économique international. Plus de détails dans ce commentaire. La porte-parole de la diplomatie russe a dénoncé lors de son briefing hebdomadaire la dernière décision douanière de la Maison-Blanche qui viole les règles fondamentales de l'OMC et montre que Washington ne se considère pas lié par les normes du droit commercial international. Il s'agit d'une rare critique du gouvernement russe visant les États-Unis depuis le rapprochement russo-américain initié mi-février par le président Donald Trump après son retour au pouvoir. Les États-Unis ont relancé aujourd'hui la panique sur les marchés mondiaux avec une nouvelle salve de droits de douane pour des dizaines de pays, dont un taux de plus de 100% à la Chine qui a promis une réponse ferme et vigoureuse. La porte-parole de la diplomatie russe a alerté que la guerre douanière entre Washington et Pékin est d'autant plus inquiétante qu'elle concerne les deux principales économies mondiales, dénonçant le protectionnisme tarifaire unilatéral décidé par Donald Trump. La patronne de la Banque centrale de Russie a indiqué qu'il est encore très difficile de déterminer où ces changements mèneront l'économie mondiale et comment ils affecteront la Russie. Quelques 60 pays au total, dont les 27 États membres du bloc européen, sont concernés par ces surtaxes supplémentaires voulues par Donald Trump. Mardi, le ministère russe des Finances s'était inquiété des risques d'une baisse de ses revenus sur fond de chute des prix du pétrole à la suite de la guerre commerciale lancée par les États-Unis. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé hier la capture de 2 ressortissants chinois qui combattaient au sein de l'armée russe dans l'est de l'Ukraine. La Chine se présente comme une partie neutre et un médiateur potentiel dans ce conflit, mais elle reste un allié politique et économique clé de la Russie. Point dans ce commentaire. Pékin a dénoncé des accusations sans fondement de Kiev selon lesquelles de nombreux ressortissants chinois combattent au sein de l'armée russe en Ukraine au lendemain de l'annonce de la capture de 2 d'entre eux par le président Volodymyr Zelensky. Le Kremlin a refusé de commenter l'annonce la veille par Kiev de la capture de 2 ressortissants chinois accusés de combattre au sein de l'armée russe en Ukraine. C'est la première fois que l'Ukraine affirme avoir découvert des Chinois participant aux hostilités sur son sol depuis le début de l'invasion russe il y a 3 ans. Kiev a publié une vidéo montrant l'un de ses prisonniers de guerre chinois présumés montrant un homme en tenue militaire, les mains liées, imitant des bruits de combat et prononçant des mots en mandarin. Selon des informations préliminaires, il s'agit de personnes qui ont signé un contrat avec l'armée russe plutôt que de l'envoi par Pékin de troupes régulières sur le front ukrainien.
Volodymyr Zelensky avait ajouté qu'il y avait des preuves que beaucoup plus de citoyens chinois combattaient avec les forces russes. La Chine se présente comme une partie neutre et un médiateur potentiel dans ce conflit, mais elle reste un allié politique et économique clé de la Russie, au point que les Occidentaux l'ont qualifié de facilitateur décisif de l'assaut russe que Pékin n'a jamais condamné. Pékin est notamment accusé d'aider Moscou à contourner les sanctions occidentales en lui permettant d'acquérir les composants technologiques nécessaires à sa production d'armement pour la guerre. Mesdames et messieurs, fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.